toutes et à tous. Nous sommes réunis pour cette session de After Work dans le cadre de Move Up pour parler du thème du syndrome de l'imposteur. Alors, nous sommes un petit groupe, mais assez diversifié en termes d'origine, donc je pense que ça va rendre la discussion assez intéressante. La manière dont je vais fonctionner, c'est que je vais vous partager du contenu et partager des expériences. Et je vais vous demander de ne pas hésiter à commenter, notamment dans le chat. Et il y aura une session de questions-réponses à la fin de la présentation. Mais avant ça, nous allons lancer un sondage. Je vais demander à l'équipe de Move Up de m'aider par rapport à ce sondage. Alors, le sondage, en principe, s'affiche sur vos écrans. Et 3 questions. Qu'évoque le syndrome de l'imposteur pour vous? Peut-être juste en quelques mots. L'avez-vous déjà expérimenté, oui ou non? Ou peut-être ne savez-vous pas ce que c'est? Et troisième question, pensez-vous que les leaders l'expérimentent? N'hésitez pas à réagir. 3 petites questions. N'hésitez pas à répondre, hein. On a quelques réponses déjà qui s'affichent avec une certaine tendance. Apparemment, pour la majorité d'entre nous, nous avons déjà expérimenté le syndrome de l'imposteur ou alors nous ne savons pas ce que c'est. On va justement parler aujourd'hui. Et celles qui sont présentes pense que le syndrome de l'imposteur s'applique à tout le monde, y compris aux leaders. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui souhaitent répondre. Et les tendances se confirment, hein. La majorité d'entre nous l'ont déjà expérimenté et pensent que ça touche tout le monde. Et alors, dans le chat, j'ai une contribution. Le syndrome de l'imposteur, c'est le sentiment de ne pas être à la bonne place. Exact. Nous allons le voir tout à l'heure, un peu plus en détail. Quelques secondes de plus pour celles qui n'ont pas encore répondu. Alors, entrons dans le vif du sujet. Confirmez-moi si vous voyez l'écran qui s'affiche. Avec le programme. Oui. Très bien. Alors, nous allons parler de ce que c'est déjà. Nous allons parler des facteurs déclenchants et des effets. Et puis, nous allons entrer peut-être un peu plus en détail dans les manières de surmonter ce syndrome. Je pense que si nous sommes ici, c'est que nous sommes conscients et conscientes que c'est quelque chose qui peut nous nuire à notre capacité à grandir professionnellement, personnellement. Et donc, on va pouvoir aborder ce sujet-là de manière détaillée. D'abord, qu'est-ce que c'est? En termes de définition, j'ai trouvé ce graphique assez intéressant. En fait, le syndrome de l'imposteur, si vous vous trouvez dans une de ces catégories, c'est-à-dire vous vous rendez compte que vous avez réussi ou une ou plusieurs choses et que vous vous dites, ah, mais c'est parce que j'ai rencontré les bonnes personnes, ou j'étais au bon moment, au bon endroit, ou j'ai eu de la chance, beaucoup de chance, ou en fait, c'est les autres qui me croient beaucoup plus douée que je ne le suis en réalité et ils ne se sont pas encore rendus compte que je ne suis pas à la bonne place et que je suis une fraude. Et puis parfois, un peu par hasard, on se dit, oui, peut-être que j'ai eu un tout petit peu, mais alors vraiment un tout petit peu
de contribution personnelle à ce succès. Mais souvent, ce n'est pas du tout ce qu'on se dit en premier quand on est face au syndrome de l'imposteur. J'ai trouvé le graphique intéressant. Mais c'est ça, c'est vraiment le syndrome de l'imposteur, la définition, c'est le sentiment de ne pas être à sa place, de ne pas être à la hauteur malgré les preuves de succès. Donc, on fait des choses, on réussit, mais ces preuves de succès ne sont toujours pas suffisantes pour nous prouver que nous sommes à la bonne place, que nous méritons notre succès et que notre succès est le résultat de notre travail. Donc, on doute de soi, on a la crainte d'être exposé, on se dit qu'à un moment donné, tout ça va s'arrêter. Et c'est ça le vrai gros problème, c'est qu'on va avoir tendance, à cause de cette crainte, de s'auto-censurer parfois par rapport à des opportunités et à de la prise de risque. J'ai vu à de multiples reprises autour de moi des personnes qui étaient face à des opportunités et leur réaction spontanée face à l'opportunité, c'est de se dire, ah, mais je ne peux pas accepter parce que je ne serai pas à la hauteur. Ou je ne pense pas que je puisse postuler parce que je n'ai pas toutes les compétences requises. Donc, on aura beau avoir des personnes autour de nous qui vont nous encourager, on aura toujours une réponse à donner par rapport à ça. Donc, je pense que chacune de nous a déjà expérimenté ça. Je vais peut-être partager un exemple de situation où j'ai vécu un syndrome de l'imposteur où je ne me rendais pas forcément compte que c'était ça. Et pourtant, je connais ce thème très bien. Il y a 5 ans, au moment où j'ai opéré la transition entre le moment où je travaillais dans une banque et le moment où je suis devenue chef d'entreprise. J'ai, il y a une opportunité qui s'est présentée en fait sur un marché où je, je me disais que j'allais faire les démarches pour pouvoir acquérir ce client. Et il se trouve que c'est un ami qui m'a envoyé l'opportunité en me disant, vas-y, je pense que c'est fait pour toi. Donc, j'ai regardé ce qui était demandé. Je me suis dit que probablement ça n'allait pas marcher parce que j'avais l'impression de ne pas avoir toutes les compétences pour véritablement y arriver. Mais j'y suis quand même allée un peu les mains dans les poches en me disant, je n'ai rien à perdre. Et il se trouve que effectivement, l'entreprise m'a contactée. J'ai passé des entretiens avec cette entreprise. Les entretiens se sont relativement bien passés, mais je suis sortie de là assez peu sûre de moi en me disant, je n'ai pas l'impression d'avoir vraiment donné le maximum de mes capacités et je pense qu'il y aura d'autres candidats beaucoup plus euh, performants que moi. Donc, je suis sortie de là en me disant, bon, voilà, j'ai essayé, je suis contente d'avoir essayé, maintenant je vais passer à autre chose. Donc, j'étais très surprise quelques jours plus tard lorsque l'entreprise m'a rappelé pour qu'on puisse continuer les démarches. Donc, j'ai appelé cette amie en lui disant merci, honnêtement, merci de m'avoir poussé à postuler, merci de m'avoir présenté à cette entreprise. Et cette amie m'a répondu, c'est à eux de me remercier de t'avoir présenté à eux. Et cette réponse m'a fait du bien parce que je me suis effectivement rendu compte que je me minimisais et je minimisais mes capacités. Donc, on a besoin d'avoir des personnes autour de nous qui savent détecter lorsqu'on est victime du syndrome de l'imposteur et pointer du doigt pour qu'on ne puisse pas s'enliser dans cette situation et s'auto-censurer par rapport à des opportunités. Alors, on va regarder les facteurs déclenchants. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez déjà les poster dans le chat et on pourra les traiter tout à l'heure. Alors, mon but, ce n'est pas forcément de couvrir tous les facteurs déclenchants et les effets, mais d'aborder certains de ces facteurs déclenchants, ceux qu'on a tendance à rencontrer de manière plus fréquente. D'abord, il faut savoir que le syndrome de l'imposteur, ce sentiment de ne pas être à sa place ou ce sentiment d'être là un peu par hasard, mais de ne pas mériter ce qu'on a, ça touche la plupart des gens tôt ou tard. Alors, ce n'est pas une science exacte. Il y a eu diverses analyses, études, sondages faits autour de ça. Et celle que j'ai lue parlait d'à peu près 70% des personnes interrogées répondaient qu'elles avaient été déjà dans une situation à un moment donné de leur vie où elles ne se sentaient pas à la bonne place pour diverses raisons. Donc, on constate aussi souvent que les femmes sont particulièrement touchées par cette situation, ce qui ne veut pas dire que les hommes ne sont pas touchés, mais généralement, ça va s'exprimer un peu différemment au niveau des hommes et ils vont aussi le vivre différemment dans la manière de l'aborder. Là où les femmes auront tendance à s'auto-censurer, à se dire qu'elles n'ont pas ce qu'il faut pour aller plus loin, les hommes auront un mécanisme d'autodéfense un peu différent par rapport à ça. Il faut savoir aussi que le plus fréquemment, on va être, entre guillemets,
beaucoup plus fragiles dans les phases de transition ou les phases de grands changements. Et souvent, dans ces phases de transition ou de grands changements, on aura tendance à voir le syndrome de l'imposteur revenir au galop, même dans les situations où on aura l'impression de l'avoir vaincu. Donc attention, comme dans l'exemple que j'ai mentionné, certaines fois, on sait ce que c'est, on sait qu'on n'est pas censé se minimiser, mais on peut malgré tout tomber dans le piège parce que ça se présente un peu différemment et qu'on n'a pas l'impression d'être en train de se minimiser en fait. Donc, quand on est face à des opportunités, posons-nous les bonnes questions. Est-ce que j'hésite parce que véritablement, je ne suis pas prêt ou prête? Ou est-ce que j'hésite parce que je minimise mes capacités et je fais face à un syndrome de l'imposteur? On le rencontre aussi souvent dans les domaines très compétitifs. Certaines fois, on exerce des métiers où on n'est pas seul. On rencontre parfois des personnes qui nous semblent extrêmement compétentes et qui nous semblent surtout avoir beaucoup de succès. Et certaines fois, ça nous renvoie à une situation où on peut beaucoup plus facilement faire face au syndrome de l'imposteur. Et on observe aussi dans les situations où on est en minorité, soit en minorité en termes de genre. Typiquement, si vous êtes dans un métier où il y a peu de femmes, vous allez peut-être avoir un sentiment de syndrome de l'imposteur plus fréquent, tout simplement parce que vous êtes dans une situation où vous ne voyez pas d'autres personnes qui vous ressemblent accéder à certaines opportunités. Donc, ça peut renforcer ce sentiment de syndrome de l'imposteur. Ça peut être aussi le fait d'être en minorité raciale, entre guillemets, dans un certain environnement. Tout ça joue. Et il faut savoir que ça nous met dans une situation où on se sent un peu fragilisé et où il faut d'autant plus travailler la confiance en soi. Alors, quels peuvent être les facteurs aggravants? Maintenant qu'on a vu les facteurs déclenchants, vous voyez la petite image sur la droite, je pense qu'elle s'est affichée. Ce qu'on voit sur l'image, c'est, je vais demander peut-être à une personne présente de commenter l'image, une personne volontaire. Que voyez-vous sur l'image et qu'est-ce que l'image évoque en vous? Alors attention, je vais donner des noms si je n'ai pas de volontaire. Edwige, je vois qu'on Oui, a une carotte. Ah, oui, euh, en tout cas, elle croit il y en a une qui est beaucoup plus grosse que l'autre. En fait, il y en a une où il y a beaucoup de feuilles, au fait, on va dire, au-dessus. Mais elle est très petite, elle donne l'impression d'être bien consistante en dessous, ce n'est pas le cas. Et une qui est assez volumineuse en racines, mais pourtant, au-dessus, les feuilles ne sont pas conséquentes, donc on ne peut pas imaginer ce qu'il y a en bas. C'est ce que moi je vois. oui, exactement. C'est à ça que je voulais justement en venir. Dans l'image, ce qu'on voit, c'est que en réalité, si on s'attache juste à ce que les yeux voient au-dessus de la terre, on a l'impression du succès en fait. Donc, on voit une espèce d'arbuste qui est très, très proéminent, très volumineux, et on ne voit pas ce qui est en dessous. Donc, certaines fois, on aura l'impression d'être ce petit arbuste sur le côté. On fait le travail qu'il faut en profondeur en plus, et on fait ce qu'il faut pour faire pousser nos talents, pour faire pousser nos succès sauf qu'ils sont encore en dessous de la surface et qu'ils ne sont pas encore visibles. Et à côté de ça, on voit des personnes qui ont l'air d'avoir beaucoup de succès, qui ont l'air d'être exactement ce qu'on aimerait être. Et en réalité, quand on creuse, ce n'est pas tout à fait ça. Donc, les facteurs aggravants, en fait, du syndrome de l'imposteur, ça peut être la pression sociale, mais ça peut être aussi la comparaison sociale. Le fait de se comparer à d'autres personnes, de se dire, voilà, telle personne par rapport à mon âge est à tel niveau, je pense que je suis en retard ou je pense que je n'ai pas suffisamment réussi. Et nous sommes à un âge où les réseaux sociaux amplifient ce phénomène parce que sur les réseaux sociaux, notamment les réseaux professionnels, on a tendance à ne publier que nos succès. Donc, on a l'impression certaines fois que quand on regarde les autres publier, ils sont peut-être dans une vie magnifique, parfaite, qui vont de succès en succès. Et à côté de ça, on a l'impression qu'on n'a que des failles, en fait. Donc, il faut faire attention à ça parce que le fait de se comparer avec les mauvaises mesures, notamment, ne nous permet pas de renforcer notre confiance en soi face à un syndrome de l'imposteur.
Il va y avoir aussi des situations de stéréotypes, en fait. Donc, j'abordais tout à l'heure le sujet du métier qu'on exerce. Si on est typiquement dans un métier où il n'y a pas beaucoup de femmes et où on a dû d'autant plus se battre pour justifier le fait qu'on est là, on entend autour de nous, mais une femme ne devrait pas ceci, un homme devrait cela, et qu'on est un peu en décalage, en fait, par rapport à l'environnement culturel dans lequel on se trouve, ça peut amplifier aussi le syndrome de l'imposteur parce que autour de nous, on a constamment des voix qui s'élèvent pour nous dire tu ne devrais pas faire ça, ce n'est pas adéquat, etc., etc. Donc, typiquement, c'est le type d'environnement où on va de succès en succès, mais personne ne nous tapera sur l'épaule en disant bravo, vraiment, tu t'es vraiment battu, tu l'as mérité. Non, au contraire, on va entendre des voix qui vont nous dire écoute, on voit tout ce que tu fais, mais à quoi ça rime réellement? Est-ce que c'est vraiment ta place, etc., etc. Donc, attention à ça. Donc, typiquement, les stéréotypes, on le voit sur la petite image. Les femmes sont souvent un peu restreintes à certains rôles dans nos environnements, en particulier en Afrique. Les hommes aussi sont parfois restreints à certains rôles. Et de la même manière que le syndrome de l'imposteur peut être aggravé à cause de la pression sociale pour une femme, il peut aussi être aggravé à cause de la pression sociale pour un homme, même si les deux ne vont pas forcément le vivre de la même manière. Alors, les effets. L'image sur la droite, en fait, montre à quel point on peut être complètement, on va dire, perdu, embrouillé. Vous voyez, le cerveau à droite, c'est le flou artistique, c'est vraiment mélangé. Et à gauche, on a ce qui se passe quand on reprend les choses en main, qu'on essaye d'ordonner un peu ce qui se passe dans notre tête. Parce que certaines fois, à force de réfléchir, à force d'analyser, à force de se poser toutes les questions, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que j'ai réellement les compétences? Est-ce que, à un moment donné, on est perdu et le syndrome de l'imposteur peut causer une énorme anxiété, un stress et même de la dépression. Donc, c'est vraiment un effet assez proéminent, on va dire. Ça peut avoir un impact sur sa carrière, sur la carrière ou sur notre profession. Et comme je le disais tout à l'heure, ça peut nous conduire à éviter certaines opportunités d'avancement parce qu'on se dit, je ne suis pas prête ou je n'ai pas encore tout ce qu'il faut pour y arriver ou je vais échouer, etc., etc. Donc, tout ça est lié aussi à la peur de l'échec et peut-être certaines fois à une envie de perfectionnisme. Le syndrome de l'imposteur peut aussi conduire à un isolement social dans le sens où on se sent parfois déconnecté d'autres personnes autour de nous. On a tellement de doutes, on intériorise tellement ces choses-là, notamment quand on n'en parle pas, peut-être par honte de s'exposer, ça va conduire à un certain isolement et ce qui ne va pas nous faciliter la tâche en fait. Donc, gardons en tête que c'est quelque chose qui arrive à tout le monde, presque en tout cas. Tôt ou tard, à un moment donné, on va faire face à un sentiment où on est peu sûr de soi et on ne sait pas si on doit vraiment avancer. Et ça peut avoir un impact direct sur la santé mentale, sur la carrière, donc sur nos propres succès. Et ça peut nous isoler socialement lorsqu'on n'a pas la capacité à en parler, à être connecté avec d'autres personnes qui peuvent nous conseiller, nous guider dans ce genre de circonstances. Alors, j'espère que tout est clair pour le moment. Je fais peut-être une petite pause rapide pour m'assurer que les nouveaux et nouvelles venues euh, suivent et voient l'écran et entendent bien. Nous sommes en train de parler des causes et des effets Alors, on va passer à la partie comment surmonter le syndrome de l'imposteur. Alors, comme première étape, euh, la toute première étape, c'est déjà de se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Tout à l'heure, dans le sondage, on a demandé si vous aviez déjà vécu le syndrome de l'imposteur. Et certaines personnes ont répondu, je ne sais pas. Et cette réponse, je ne sais pas, est en fait assez fréquente à cette question, tout simplement parce que on peut être dans une situation et on ne sait pas forcément que ce qu'on est en train de vivre, c'est un syndrome de l'imposteur. On se trouve différentes explications, mais on n'a pas encore réussi, entre guillemets, à le diagnostiquer. Je mets des guillemets parce que ce n'est pas une maladie mentale, ce n'est pas une anomalie, ce n'est pas quelque chose de pathologique dans le sens maladie. C'est vraiment un état d'esprit
temporaire, mais il faut savoir identifier le fait qu'on est dans cet état d'esprit. Donc, la première des choses, c'est reconnaître, se connaître soi-même pour savoir quel type de sentiment est un signal que je suis en train de vivre un syndrome de l'imposteur. Et d'une personne à l'autre, ça ne s'exprime pas forcément de la même manière. Donc, euh, on revient à cette question de connaître-toi toi-même. Est-ce que vous arrivez à comprendre la manière dont vous fonctionnez vous-même et est-ce que vous arrivez à détecter les situations qui auront tendance à vous mettre à mal et à vous faire ressentir un syndrome de l'imposteur? Une fois qu'on a reconnu et mis le doigt sur ce qui est en train de se passer, c'est déjà une partie du chemin. On a mis le doigt sur ce qui se passe, on a mis un mot dessus. C'est une manière de déjà commencer à guérir, entre guillemets. Encore une fois, entre guillemets, parce que ce n'est pas une pathologie. J'insiste là-dessus. Alors, il faut savoir en parler, partager des expériences avec des personnes autour de nous. Sélectionnons bien les personnes avec qui on partage, bien sûr, parce que le but n'est pas de renforcer ce mal, mais ne pas du tout en parler et l'enfouir tout au fond de nous, c'est pas une solution, en fait. Il faut avoir une bonne communauté autour de nous pour pouvoir parler ouvertement de ce genre de choses. Alors, très important, le troisième point, c'est s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut. Tout à l'heure, j'ai parlé de la question des stéréotypes de l'attente des autres vis-à-vis de nous, des attentes qui sont parfois très genrées. Donc, si on est une femme, on aura un certain type d'attente. Si on est un homme, même chose. Il faut savoir s'entourer de ces personnes-là qui vont toujours être celles qui nous tirent vers le haut et qui ne nous laissent pas tomber. Ces personnes qui vont aussi être un peu dures avec nous par moments et nous challenger, nous secouer lorsqu'il le faut et nous dire, écoute, peut-être que tu es dans une situation où tu ne vois pas les choses très clairement, mais je te connais et voici ce que je sais de toi. Tu peux y arriver, réveille-toi, etc., etc. Donc, on a besoin de ces personnes-là qui vont nous tirer vers le haut, pas les personnes qui vont être gentilles et nous dire ce qu'on veut entendre, mais véritablement les personnes qui vont nous rappeler que euh, on a eu tel et tel succès, on s'est battu. Et ces personnes-là étaient peut-être aux premières loges lorsqu'on a vécu certaines choses et se rendre compte qu'on a la capacité d'être résiliente ou résilient. Voilà. Et puis, lorsqu'on a la possibilité de faire appel à un mentor ou à un coach, c'est quelque chose qui aide énormément aussi. Donc, le mentorat et le coaching, ce n'est pas tout à fait la même chose. Sachez et identifier autour de vous les personnes qui peuvent vous mentorer et vous apporter un plus, notamment professionnellement, parce que ce sont des personnes qui sont passées par là et dont le feedback peut vous être utile. Le coaching, c'est une démarche un peu différente aussi. Là, c'est faire appel à un ou une professionnelle qui va vous aider à vous poser les bonnes questions et vous orienter de manière à ce que vous puissiez trouver les ressources en vous-même pour pouvoir avancer. Et puis, bien entendu, prendre soin de soi. Le bien-être, on en parle beaucoup ces derniers temps, notamment dans tout ce qui est leadership. Le bien-être, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi? Parce que si on n'a pas la capacité de se ressourcer, de recharger ses batteries, on n'aura pas non plus l'énergie qu'il faut pour sortir du syndrome de l'imposteur. Donc, il faut qu'on puisse euh, préserver les ressources qu'on a en nous pour pouvoir canaliser justement le stress et l'anxiété qui auront tendance à être augmentées par ce syndrome de l'imposteur. Donc, l'identification, d'abord, reconnaître et accepter que c'est ce qu'on est en train de traverser, et ensuite traiter de manière à pouvoir en sortir. Alors, nous avons cette prochaine étape qui est renforcer sa confiance en soi. Donc, une fois qu'on a identifié le mal et qu'on a pris les premières étapes, fait les premières démarches pour traiter le mal, entre guillemets, c'est important de faire le point et renforcer sa connaissance de soi et sa confiance en soi. La petite image à côté, à droite, je pense que c'est un bon résumé, en fait. C'est le fait de savoir se lever, de savoir embrasser les opportunités, de savoir se rendre compte qu'on peut renaître, en fait, de nouveau. Ça veut dire avoir la capacité de célébrer ses succès. Alors, les personnes parmi nous qui typiquement ont tendance à rejeter les compliments ou dire non, 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 j'ai eu de la chance, etc., etc., sachez que vous n'aurez pas les bénéfices si vous ne savez pas
célébrer vos succès. Petits succès, moyens succès, grands succès. Euh, le fait de célébrer ces succès, c'est pas une marque d'arrogance, c'est au contraire une marque de gratitude. Vous vous êtes battu, vous avez été entouré, vous avez reçu des bénédictions. Il faut savoir célébrer ces succès et marquer sa gratitude par rapport à ça. Les succès, certaines fois, c'est en plusieurs étapes. Quand on veut grimper sur le mont Kilimandjaro, on n'arrive pas au sommet immédiatement. On y va petit bout par petit bout. Et c'est important de savoir célébrer les succès au fur et à mesure, plutôt que d'attendre que tout soit parfait pour le célébrer. Parce que sinon, on risque d'être dans une situation où on ne verra jamais le succès maximal parce que on n'aura pas su recharger ses batteries avant. Donc, j'insiste vraiment là-dessus. Célébrer ses succès à 360 degrés. Fixer des objectifs réalistes. Donc, certaines fois, on ne se rend pas service soi-même parce qu'on se fixe des objectifs tellement inatteignables sur le court terme que c'est difficilement pérenne, en fait. Donc, il faut être ambitieux, ambitieuse, c'est extrêmement important, mais il faut savoir fixer des objectifs réalistes et progressifs. Il faut savoir aussi se focaliser sur le progrès, donc la manière qu'on a de franchir les étapes progressives avant d'arriver au sommet du mont Kilimandjaro et apprécier ce voyage, ces différentes étapes, plutôt que d'attendre la perfection. Ça, c'est extrêmement important. Il faut pratiquer la bienveillance envers soi-même. Euh, Est-ce que vous êtes votre propre supporter ou est-ce que vous êtes votre pire ennemi? Toute la question est là. Est-ce que vous avez tendance à vous encourager vous-même ou est-ce que vous avez tendance à vous descendre vous-même? Il y a ce concept de saboteur. Est-ce qu'on est soi-même son propre saboteur? Est-ce qu'on a tout le temps une voix, sa propre voix qui nous dénigre? Ou est-ce qu'on prend le dessus et on a pour pouvoir être... Et lui, je pense que tu as des problèmes de connexion. Alors, est-ce que vous m'entendez? Maintenant, oui, mais nous t'avions perdu pendant un long moment. D'accord. Le temps de reconnecter l'écran. Edwige, nous ne t'écoutons pas, hein. Je ne sais pas si tu parles toujours ou pas. Tu es en mute en tout cas. Alors là, c'est bon? Oui, là, c'est bon. Vous m'entendez? Merci. OK, parfait. Merci pour pour la confirmation. Alors, le dernier point, après le fait d'accepter que tout le monde fait des erreurs, y compris soi-même, c'est le fait de se challenger régulièrement, mais sans y mettre trop de sentiments. J'aimerais insister sur ce point parce que lorsqu'on est dans un syndrome de l'imposteur, c'est juste, on aura tendance à avoir l'effet inverse. On veut fuir les défis, les challenges. On ne veut pas être dans une situation où on peut connaître l'échec. Et en réalité, il faut, entre guillemets, combattre le mal par le mal. Il faut savoir se challenger régulièrement, mais se challenger sans se prendre trop au sérieux. Il faut savoir se challenger et en acceptant de faire erreur, exercer ce muscle-là, d'être sur une pente ascendante, mais de savoir tomber et se relever. C'est pour ça que ne pas y mettre trop de sentiments et ne pas trop se prendre au sérieux, ça nous permet de renforcer notre capacité à faire face aux défis. Donc, donnez-vous des challenges, mais en vous disant, si ça marche,
tant mieux. Si ça ne marche pas, j'aurai appris au moins quelque chose sur le parcours et je continue d'avancer. Il faut apprendre à accepter ce qu'on appelle l'échec comme quelque chose qui fait partie du parcours de la réussite, plutôt que quelque chose qui va nous renvoyer vers un syndrome de l'imposteur. Donc, il faut combattre le mal par le mal dans ce cas de figure. Alors, la grande question, est-ce qu'on peut éliminer le syndrome de l'imposteur totalement? Alors là, l'image qui s'affiche, vous voyez ce qu'on appelle l'escalier de l'imposture. Donc, on est dans une situation où chaque réussite ne fait que renforcer notre syndrome de l'imposture, syndrome de l'imposteur. Première réussite, OK, on se dit c'était facile. Deuxième réussite, on se dit, bon, là, vraiment, j'ai eu de la chance. Troisième réussite, on se dit, bon, il doit y avoir une erreur. Quatrième réussite, si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Cinquième réussite, c'est eux qui sont gentils de me donner cette opportunité. Je m'en réfère à l'exemple que j'ai partagé tout à l'heure où je suis allée vers une opportunité en me disant que ça n'allait pas marcher. Quand ça a marché, je me suis dit que probablement il y avait une erreur et il a fallu quelqu'un d'extérieur pour me dire non, c'est plutôt l'autre partie qui a de la chance de t'avoir que je me suis rendu compte qu'effectivement, j'étais en train de me minimiser. Donc, est-ce qu'on peut l'éliminer totalement? La réponse est probablement non, en fait. C'est un c'est un état d'esprit qui va avoir tendance à être quelque chose qui revient dans des situations où on est un peu fragilisé. Donc, il faut apprendre à vivre avec, en fait. Il faut considérer le syndrome de l'imposteur comme euh, quelque chose en nous qui va avoir tendance à élever la voix lorsqu'on est fragilisé, qu'on va devoir accepter comme faisant partie du jeu, mais qu'on va devoir apprendre à faire taire lorsqu'il faut pour ne pas nous empêcher d'avancer. Donc, c'est quelque chose qui est là. Même après 20 ans de succès, même en ayant atteint le sommet du mont Kilimandjaro, vous aurez toujours une petite voix qui va vous rappeler que peut-être que vous n'avez pas fait au mieux que ce que vous auriez pu ou quelqu'un d'autre l'a fait mieux que vous, peu importe, mais il faut savoir sourire et même rire de cette voix en se disant, bon, là, je viens de détecter une voix qui ressemble au syndrome de l'imposteur. Mieux vaut en rire qu'en pleurer. Et d'ailleurs, je vais rebondir comme ça. Donc, j'en arrive à la fin de la partie formelle de ma présentation. Ce que je vais vous proposer, c'est de passer à la session de questions-réponses, partage d'expériences, pour qu'on puisse clôturer un peu ces discussions sur le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu récemment? Comment vous l'avez surmonté? Ou d'un autre côté, est-ce que ce que j'ai partagé aujourd'hui résonne auprès de vous? Est-ce que ça vous a appris quelque chose d'utile? N'hésitez pas à commenter, lever la main